continuer cette table ronde, Transition énergétique tous volontaires, je vais appeler sur scène Paola Abe-Marquez, qui est chef de la division énergie renouvelable, capture et stockage du CO2 à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne, Sylvie Géano, qui est présidente directrice générale de Dalkia, Jean-François Cirelli, qui est PDG de BlackRock France, Belgique, Luxembourg, et Alfonso Faubel, PDG de la division onshore de Siemens Gamesa Renewable Energy. Paola Abe-Marquez, vous êtes... Merci. Paola Abe-Marquez, vous êtes chef de la division renouvelable et capture et stockage du CO2 à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Alors, réaction et complément à la vidéo que l'on vient d'entendre du parlementaire européen. Et puis, ce Green New Deal, comment concrètement on avance dessus? Bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier le CER pour l'invitation. C'est un plaisir toujours revenir à Paris et être ici à ce magnifique bâtiment avec le CER et tout le monde qui est intéressé à ces sujets de la transition énergétique et renouvelable. Permettez-moi peut-être de revenir à la situation où on était l'année passée. Donc, il y a presque un peu plus d'un an, l'Union européenne a mis sur la table, a adopté le paquet énergie propre pour tous les citoyens. Et ce paquet, jusqu'à maintenant, c'était le plus grand paquet législatif dans le secteur de l'énergie. Il comprend 8 textes législatifs, dont la révision de la directive des énergies renouvelables. Et c'est vraiment un paquet important qui a été discuté longuement avec les États membres et le Parlement européen afin de nous porter à une situation en 2030 en ligne avec nos engagements pris à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé depuis là? Donc, on a eu les élections européennes en 2019 qui ont donné un mandat clair à la Commission. Et c'est dans ce contexte que notre présidente, Madame von der Leyen, a comme toute première initiative qu'elle a eue, c'était de proposer le pacte vert pour l'Europe en décembre dernier. Comme réponse aux préoccupations et aux messages transmis par les citoyens européens dans les élections européennes et face à l'émergence des questions climat. Le membre du Parlement, M. Canfin, a déjà fort élaboré sur ce pacte. Peut-être qu'en 2 mots, je voudrais ajouter que c'est vraiment la stratégie de croissance, la nouvelle stratégie de croissance pour l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'on a comme objectif? C'est de profiter. On voit la lutte contre les changements climatiques, les transitions énergétiques comme des opportunités pour nos entreprises, nos citoyens, notre économie. C'est vraiment une stratégie de croissance qui va apporter des emplois, qui va apporter la compétitivité à nos entreprises. Elle vient accompagnée d'une feuille de route que sûrement vous connaissez très bien, très longue, très complexe. Donc, ce pacte va toucher à tous les secteurs de l'économie. Donc, c'est pas juste l'énergie qui doit faire encore des changements, mais dans toutes les autres politiques, comme le membre du Parlement a bien mentionné, de l'agriculture à l'industrie, à la politique d'éducation, aux mécanismes financiers. Donc, c'est partout et ça va toucher à tout le monde, y compris aussi un pacte avec les citoyens. Donc, un peu, j'ai entendu ce matin cette initiative citoyenne en France, donc un peu qui va porter ça au niveau européen. Donc, c'est une feuille de route très ambitieuse
Elle comprend des initiatives politiques, mais aussi législatives que la Commission va mettre sur la table d'ici à juin 2021. Donc c'est très ambitieuse. On a déjà, comme d'ailleurs peut-être que vous avez vu, la semaine passée, la Commission a adopté le programme de travail pour 2020 qui comprennent déjà certaines de ces initiatives. Par exemple, en commençant par le Climate Act, donc cette loi climatique qui va mettre en législation l'objectif de neutralité carbone en 2050. Il va en 2020, donc cette année encore, on va aussi mettre sur la table une stratégie intelligente pour l'intégration dans le secteur de l'énergie, l'intégration de renouvelables et décarbonisation des secteurs. Je vais peut-être avoir encore l'opportunité aujourd'hui de développer un peu là-dessus. Donc c'est vraiment la nouvelle stratégie de croissance en Europe qui va toucher à tous les secteurs, tous les domaines politiques qui doivent en syntonie contribuer à atteindre les objectifs à 2050 et comme ça aussi avoir un rôle de leadership au niveau mondial. C'est aussi un des objectifs de ce pacte. Donc, avec ce pacte, on a un cadre, on a une trajectoire, mais quid des outils, des programmes pour adresser toutes les filières? On a tendance à toujours regarder en priorité les filières électriques. On a déjà beaucoup parlé d'éolien et de photovoltaïque ce matin, mais le reste, la géothermie, l'hydraulique, le bois énergie, comment on fait? Donc, on a un cadre actuel. Donc, tout d'abord, il faut regarder 2020. On n'est pas encore là. On a des objectifs pour 2020 et l'Union européenne n'est pas encore là. Et il y a des États membres, comme d'ailleurs la France, doit faire encore des efforts pour arriver à son objectif contraignant de 2020. On a le cadre législatif porté par la directive, la révision de la directive renouvelable, connue comme par la RED 2, qui doit être implémentée donc, par les États membres. Donc la transposition en droit national est prévue d'ici juin 2021. Et on a les plans nationaux. Donc tout ça met en évidence comment les États membres vont développer donc, leurs sources d'énergie renouvelable d'ici 2030. Dans ces plans nationaux, plan énergie-climat, donc ce sont des documents très importants qui vont donner un aperçu clair de la politique au niveau national, régional et européen, et qui sont une source d'information très importante, notamment pour les investisseurs, pour les entrepreneurs, pour savoir quelles sont les perspectives politiques de façon à voir où placer leur argent, quelles filières investir, en sachant très bien que le choix des filières, c'est un choix laissé aux États membres. Une dernière question, Paolo Abre-Marquez. La députée Marjolaine Mené-Milfer nous l'a rappelé dans son discours ce matin. Importance du secteur du bâtiment, d'un côté, et des transports. Comment on fait avec ce pacte pour agir dessus? Disons, déjà dans la directive, la RED 2, la révision de la directive, on a touché à deux secteurs d'une façon beaucoup plus directe, donc les transports avec des objectifs plus ambitieux d'intégration de renouvelables, mais aussi dans le secteur de chaleur et refroidissement. En plus de ça, on a donc la directive des bâtiments et dans le nouveau pacte vert, la Commission a annoncé pour fin de cette année la stratégie, ce qu'on appelle en anglais le Building Renovation Wave. Donc, on est en train de préparer dans mon département et que vous allez voir fin de cette année et qui a donc l'objectif de mettre sur la table des mesures pour accélérer cette rénovation qui est nécessaire des bâtiments au niveau européen. Et ça, donc, il y a toujours la tendance de regarder ça du point de vue exclusivement efficacité énergétique, mais ce n'est pas juste ça, c'est efficacité énergétique, mais aussi pour faciliter l'intégration des renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque et l'intégration intelligente dans les bâtiments. Donc ça, c'est un des secteurs
clé qui est bien ciblée dans le pacte et pour lequel il y aura des propositions. La même chose s'applique à la transition énergétique et la soutenabilité du secteur des transports que nos collègues des services de transport, de la direction générale transport sont en train de travailler et que aussi devrait être mis sur la table vers la fin de cette année et qui va regarder donc pour chaque mode de transport les solutions possibles et notamment du point de vue d'intégration de renouvelables. Donc ce sont deux secteurs clés qui sont bien ciblés dans le pacte vert et pour lesquels il y a des initiatives politiques que la Commission va mettre sur la table d'ici fin d'année, comme vient d'ailleurs décrit dans la feuille de route. Merci Paola Abre-Marquez pour ces mots d'introduction. N'hésitez pas à intervenir, réagir quand vous voudrez. Vous avez à côté de vous une énergéticienne, un investisseur et un industriel. On va écouter comment eux s'emparent de ce pacte. Sylvie Géano, vous êtes présidente directrice générale de Dalkia. Vous avez un challenge, comme d'habitude, vous avez un challenge au cours de ce colloque. C'est nous recentrer vers la chaleur renouvelable. Les réseaux de chaleur qui valorisent toutes ces sources de chaleur renouvelable, géothermie, bois énergie et d'autres, des sources locales par nature, non délocalisables. Pour autant, qui ne se développent pas aussi vite que les filières électriques qu'on a déjà citées maintes et maintes fois ce matin. Alors, qu'en est-il? Quelle est l'analyse du premier opérateur de réseau de chaleur en France? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, la chaleur renouvelable a été quand même citée comme le premier levier par Madame Elisabeth Borne tout à l'heure pour décarboner l'énergie. Le Green Deal d'ailleurs nous emporte vers cette décarbonation. Alors les réseaux de chaleur sont effectivement un instrument de la décarbonation parce que quand on regarde les consommations générales d'un pays, la moitié de la consommation est adressée pour produire de la chaleur. Alors on produit de la chaleur pour faire du chauffage, on en produit pour faire de l'eau chaude et on en produit pour faire de la vapeur industrielle. Donc 50% des consommations, ça vaut le coup de regarder ça. Ça vaut le coup évidemment en France, d'autant plus que l'électricité en France est décarbonée. Et donc on va regarder comment faire. Alors les réseaux de chaleur, c'est un outil, on appelle ça aussi souvent avec une expression un peu tristoune, c'est le chauffage urbain. C'est un outil de la décarbonation, mais il faut effectivement que cette chaleur soit produite avec des énergies renouvelables. Alors, quand on regarde comment faire avec des réseaux de chaleur, on va produire de la chaleur avec des énergies locales qu'on va valoriser sur les territoires. On va parler de bois énergie, on va parler de géothermie, on va parler de récupération de chaleur sur les incinérateurs de déchets, on va parler de récupération de chaleur sur des sites industriels, sur des data centers, sur des groupes de production de froid. Vous savez, quand vous mettez la main derrière le frigo, ça chauffe. Tout ça, c'est des sujets et des enjeux très importants. On a parlé aussi un peu de gaz vert, on peut verdir des réseaux de chaleur. Alors, on en est où ? En France, on est plutôt un pays qui n'a pas beaucoup développé les réseaux de chaleur. C'est presque une opportunité. On a 6% des logements qui sont chauffés avec des réseaux de chaleur. J'étais lundi en Pologne, c'est plutôt 30% en Pologne, c'est plutôt 70% en Suède, la moyenne européenne est à 12%. Alors maintenant, on va faire le focus parce que, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, Monsieur Canfin citait la Pologne, il y a encore évidemment une grosse part de chaleur qui est produite avec du charbon. En France, en 10 ans, on a réussi à passer les réseaux de chaleur de 27% d'énergie carbonée à 56%, et de décarbonée à 56% de production de chaleur à partir d'énergies renouvelables. La première énergie renouvelable étant le bois énergie, puisque c'est aussi la première énergie renouvelable utilisée en France, ce bois. Donc vous voyez, on a un peu moins de réseaux de chaleur qu'ailleurs, mais on a beaucoup travaillé la décarbonation de ces réseaux-là, et c'est quand même important. Alors on a un champ devant nous, il y a des projets qui vont se mettre en place. On est aidé par le Fonds Chaleur, on l'a cité tout à l'heure, on se réjouit, 350 millions d'euros d'aide à travers le Fonds Chaleur. Le groupe de travail de Madame Wargon nous apporte aussi des aides supplémentaires, en particulier pour aller créer des projets dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants, pour voir comment on peut améliorer des projets en ajoutant des certificats d'économie d'énergie à la chaleur pour aider la production de chaleur renouvelable. Et donc les instruments sont là pour que les projets émergent dans les territoires. Vous nous confirmez donc qu'en France aussi...
Vous nous confirmez donc qu'en France aussi, développer les énergies renouvelables permet de réduire la consommation d'hydrocarbures, notamment pour alimenter les réseaux de chaleur. C'est ce que vous venez de dire à l'instant. Effectivement, alors c'est bon évidemment pour la réduction des émissions de CO2. Hein. Alors j'ai cité un projet local d'ailleurs européen, j'étais en Pologne lundi. On a développé un réseau de chaleur qu'on a amené dans une petite ville qui s'appelle Sosnowiec, près de Katowice. Eh bien, ce réseau, on produit la chaleur à partir du gaz de mine, vous savez, le grisou. En fait, c'est un gaz extrêmement toxique pour l'effet de serre, 25 fois plus toxique. Eh bien, avec ce réseau de chaleur, l'utilisation d'une énergie fatale finalement du territoire, on apporte un chauffage collectif à des habitants. On retire tous les petits poêles charbon de chaque logement, hein. Alors à la fois on dépollue l'air, c'est un sujet très important aussi, et en plus on leur apporte une énergie qui est dite de récupération en l'occurrence et qui est verte. Donc un instrument effectivement très, très intéressant. Revenons au sujet de ce colloque. Tous concernés, quelles sont les attentes, les demandes de vos clients, de vos interlocuteurs, des industriels concernant ces réseaux de chaleur? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment est-ce qu'on peut faciliter l'utilisation, faciliter l'accès à ces réseaux de chaleur? Alors, tous concernés, c'est important, j'ai envie de dire aussi tous mobilisés, parce qu'on a parlé effectivement, M. Josel parlait de la COP, là, celle de Glasgow qui va arriver, on a parlé du Green Deal, on parle de la PPE, des politiques en France, donc vous voyez que par exemple, les émissions de CO2 ne connaissent pas les frontières. Et après, on arrive sur les territoires, vous sentez bien que les projets des territoires vont être extrêmement importants pour développer ces projets-là. Et sur les territoires, on va avoir une collectivité locale, un président de métropole qui a envie de faire émerger un projet. On va avoir des acteurs tels que nous qui vont faire des propositions. On peut avoir des industriels. Par exemple, on récupère de la chaleur sur des industriels. À Charleville-Mézières, on a une grosse fonderie du groupe PSA, qui évidemment, c'est de la fonderie, vous voyez, de la chaleur fatale qui sort et qui pourrait ne rien chauffer. En l'occurrence, on a proposé de mettre des récupérateurs de chaleur sur le toit de la fonderie. Et donc, grâce à la fonderie de PSA, on chauffe les habitants de Charleville. Et l'été, l'eau chaude est produite quasiment à pratiquement 100% d'énergie de récupération. Donc voilà, les projets émergent. Ils sont là pour valoriser les énergies du territoire, le bois énergie, de la géothermie, de la récupération de chaleur, les déchets. Aussi beaucoup d'économies circulaires qui émergent. Et c'est un jeu, c'est le tous ensemble, aussi tous concernés, tous ensemble, au service d'un territoire pour décarboner, je dirais, notre pays et la planète in fine. Un tout petit dernier mot, avec une casquette un peu différente. Vous êtes vice-présidente du CSF, le comité stratégique de filière, aux côtés de la présidente Isabelle Kocher. Comment est-ce que vous imaginez cette réindustrialisation de certains territoires grâce aux énergies renouvelables? Alors écoutez, moi je vois trois enjeux là-dessus. Il y a un premier enjeu, on l'a dit, le rôle clé des territoires qui va être essentiel. Et dans le CSF, dans le comité de filière, évidemment, on s'intéresse à tous les acteurs du territoire. Mais le deuxième enjeu, et ça rebondit bien par rapport à ce que vous dites, c'est le sujet de la technologie. À la fois la technologie, elles existent. Hein, on a vu, je vous en ai cité quelques-unes. On a vu aussi par exemple le prix du photovoltaïque qui a été beaucoup cité aujourd'hui, qui a fait moins 70% hein, depuis 2008, des chutes vertigineuses de prix. Donc les technologies bougent, elles sont là. Ce qu'on regarde dans le CSF, c'est aussi que ces technologies, elles créent de l'emploi en France. Comment ces filières industrielles vont faire émerger de l'emploi en France? On a parlé de l'éolien offshore. Est-ce qu'on ne va pas rater un virage, puisque ce photovoltaïque que je viens de citer, justement, on sait très bien que les panneaux sont plutôt fabriqués en Chine que sur notre territoire. Donc c'est ces enjeux-là qu'on regarde dans le CSF, et des technologies nouvelles, il va y en avoir. On parle beaucoup de l'hydrogène, évidemment, et on espère que l'hydrogène va créer des emplois en France et en Europe et sur les territoires. Puis je voudrais vous donner un dernier enjeu que nous travaillons dans le CSF. C'est celui, évidemment, de l'emploi et des compétences. La transition énergétique, c'est un enjeu extraordinairement humain, bien sûr, c'est un enjeu planétaire, par nature. Il faut aussi en faire en sorte que ce soit acceptable par les différents citoyens, là encore on l'a dit, mais il y a un enjeu de compétences. Si je cite l'exemple de Dalkia, on a recruté plus de 2000 personnes l'année dernière, donc ces métiers de la transition énergétique, ils se feront dans les territoires, si on a également aussi les métiers qui sont
attractifs et qui permettent d'attirer des jeunes vers ces métiers. Et donc c'est un enjeu extraordinairement humain. Donc on va créer à la fois de la filière industrielle et on va aussi créer énormément de métiers pour poser ces matériels, pour aller exploiter des sites, pour aller faire de l'optimisation énergétique, pour aller optimiser les smart grids, etc. Et il y a beaucoup besoin de monde. Et aujourd'hui, moi je dis qu'on manque plutôt de ces compétences. En tous les cas, on voit qu'on risque de manquer de ces compétences-là. Et donc, je fais un petit peu un appel à toutes les personnes qui veulent travailler dans ces métiers, en particulier les jeunes gens et les jeunes femmes, pour les attirer vers ces métiers de la transition énergétique. Ils sont dans la salle, ils vous écoutent attentivement. Je leur ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de possibilités. Un petit mot quand même sur le photovoltaïque. Vous avez dit les modules photovoltaïques sont... Bon, on a un peu raté le tournant des modules qui, à une époque, il y a 10 ans, représentaient à peu près, allez, on va dire 70% du budget global d'un projet. Aujourd'hui, sont tombés quelque part, je parle sous le contrôle de ceux qui font autour de 30% du budget global. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est de l'intelligence. Et là, on est plutôt bon en intelligence système, approche globale, approche système. C'est très important de dire ça. Moi, je reviens aussi à toutes ces questions d'optimisation en local. On a besoin d'intelligence, on va avoir besoin de smart, on va avoir besoin d'optimiser. Alors, pour économiser l'énergie, dans les industries, dans les bâtiments, le sujet de la rénovation est un sujet aussi très, très important. Et pour faire ça, on va toucher au bâti, on va toucher au matériel. Vous savez, quand on met des moteurs à vitesse variable, ça consomme moins qu'un moteur classique. Pour vous, quand on isole, ça consomme moins que quand on ne met pas de l'isolation. C'est des choses extrêmement simples. Mais on va toucher aussi beaucoup à ce que j'appelle les comportements. Et le numérique va beaucoup nous aider, la technologie va beaucoup nous aider pour travailler les comportements, pour effectivement ne pas consommer à des mauvais moments. On fait même ça avec des réseaux de chaleur. On stocke très bien l'eau. On sait très bien chauffer de l'eau à des moments où on la consomme moins, c'est-à-dire vers 14-15 heures dans l'après-midi, pour restituer cette eau chaude qui a été produite à partir d'énergies renouvelables le soir à 18 heures quand les gens rentrent chez eux, un petit peu sur la formule du ballon d'eau chaude. Je fais ça sur le réseau lyonnais. On a l'équivalent de 6000 ballons d'eau chaude qui sont stockés. Eh bien, pour commander tous ces matériels, pour travailler sur les comportements, on va avoir besoin du numérique, on va avoir besoin de traiter les données, qui est un énorme enjeu. L'intelligence artificielle, bien sûr, va nous y aider. Et évidemment, ça va se jouer en local et c'est des compétences, effectivement, qu'on développe bien sur nos territoires. Merci Sylvie Géano. Merci de nous avoir rappelé aussi l'importance du stockage. J'aurais pu l'ajouter aussi tout à l'heure, on n'aurait jamais réussi notre programme électronucléaire en France sans le stockage, sans 16 millions de ballons d'eau chaude, de stockage d'eau chaude, sans les STEP, stations de transfert d'énergie par pompage, quelques gigawatts, 4-5 gigawatts de STEP pour stocker de l'eau froide, et puis sans aussi l'inertie des bâtiments avec beaucoup de grille-pains installés un petit peu partout pour chauffer les maisons pendant quelques décennies. Mais tout ça est en train de changer. Jean-François Cirelli, je vous ai présenté tout à l'heure comme l'investisseur de la table ronde. Vous êtes PDG de BlackRock France, Belgique, Luxembourg, leader parmi les gestionnaires d'actifs mondiaux. Pour autant, vous connaissez très très bien le secteur de l'énergie, le monde de l'énergie. On s'est déjà croisé dans vos précédentes vies quand vous étiez patron du gaz en France. Vous venez de lancer le 22 janvier le Climate Finance Partnership. C'est un fonds qui se donne pour objectif d'orienter les capitaux vers des projets liés au climat. Alors, plus précisément, quelle est la finalité de ce fonds? Qu'est-ce qu'il va faire? Pour qui est-il destiné? Bonjour. Et d'abord, je voudrais remercier Jean-Louis Bal, votre président, de son invitation et vous dire tout le plaisir de retrouver le CERF dans une autre capacité, en effet, que celle d'énergéticien. Mais c'est toujours avec grand plaisir que je vois autant de visages connus. Avant de répondre, alors je vais faire comme les politiques, je ne vais pas répondre à votre question immédiatement. Je la reposerai. Voilà, vous la reposerez, mais je vais y venir, bien évidemment. Je voudrais peut-être prendre une minute pour vous dire ce qui a changé en 2019 pour la finance. Et pas que la finance BlackRock, mais la finance en général. Il y a un tournant 2019, je pense, qui restera dans les annales, qui m'a d'ailleurs, je dois vous le dire, totalement surpris moi-même. Nous n'avons plus une seule réunion avec les clients sans parler du risque climatique. Ce n'était pas le cas en 2018, ce n'était pas le cas en 2017. Fatih Birol nous le disait tout à l'heure également à Davos. Mais nous n'avons plus une conversation avec un client sur où faut-il investir l'argent sans que la question du risque climatique soit posée et fasse finalement le cœur de la discussion.
Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Les autres bonnes nouvelles, et c'est celle que BlackRock, naturellement, en a tiré comme conclusion, et dans la lettre que Morten mentionnait tout à l'heure, au début de cette année, qui est une lettre un peu, maintenant qui est devenue un peu emblématique dans la profession, où Larry Fink donne un peu sa vision du moment. Je crois qu'il y a deux points essentiels que nous disons. Alors pour nous, nous avons inclus le risque climatique comme un risque d'investissement. Ça veut dire que toutes les équipes d'investissement doivent prendre en compte le risque climatique comme un risque aussi important que la faillite de l'entreprise dans laquelle nous investissons ou je ne sais pas quoi. Donc c'est un changement, mais de fond de la façon dont les équipes d'investissement vont faire les investissements. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est que nous, vu ce que nous voyons en tant que clients, ce que les clients nous demandent, nous sommes à la veille d'une immense, significative réallocation des capitaux dans ce monde. Et c'est vrai que les jeunes générations ne veulent pas investir comme leurs prédécesseurs. Et là, dans les 5 ans qui viennent, nous allons avoir à peu près 20 000 milliards d'investissements qui vont changer de génération, qui ne sont plus les mêmes qui vont décider, et que donc le monde va s'accélérer vraiment très vite, c'est notre conviction. La finance, je pense, y participe, pas que BlackRock, bien sûr, tous nos collègues le font, les banques, les gestionnaires d'actifs, mais il y a vraiment un turning point, si je puis dire, qui est tout à fait important. La crainte de la finance, c'est que les gouvernements se défaussent un peu trop sur nous. Et donc, je reprends ce que disait aussi un des prédécesseurs, nous avons plus que jamais besoin d'une action forte des gouvernements. On ne peut pas demander simplement aux acteurs privés et financiers de faire la transition énergétique. Donc, les gouvernements d'abord. Le dernier point, c'est une petite inquiétude, c'est comment on va vraiment financer la transition, c'est-à-dire tous ceux qui perdent et toutes les industries qui vont perdre dans les emplois, etc. Il y a un grand sujet politique, ça, ce n'est pas le sujet du jour, mais je voulais quand même le signaler. Alors, que faisons-nous, nous, chez BlackRock, sur le point plus particulier de la transition énergétique qui nous intéresse ce matin? Alors, on s'est mis très tôt, parce que très tôt, on s'est dit l'énergie renouvelable est une classe d'actifs. C'est une classe d'actifs. Nous pouvons aller voir des clients en leur disant investissez dans cette classe d'actifs et donc transférer ce que vous voyez comme des éoliennes, des photovoltaïques en classe d'actifs pour un investisseur. Et que cette classe d'actifs avait 3 caractéristiques sympathiques. Elle était dynamique, elle était moins cyclique, compte tenu de la façon dont les tarifs étaient faits, et ça permettait de diversifier. On a commencé en 2011, ça n'a pas été facile. Franchement, ça n'a pas été facile. Aller voir des clients en disant « vous devriez investir dans du renouvelable et nous pouvons être celui qui vous permet d'investir dans le renouvelable ». On n'a pas réussi en 2011, 2012, 2013 à lever 1 milliard d'euros. On n'a pas réussi. Cette période-là, heureusement, est derrière nous. Maintenant, ça va mieux. On est devenu vraiment connus, réputationnellement. Les gens nous font confiance, les clients nous font confiance. Et aujourd'hui, nous avons investi à peu près 6 milliards d'euros dans des projets renouvelables dans les pays de l'OCDE. Malheureusement, pas assez en France, même si en France, nous avons financé, par exemple, une partie du solaire d'Engie, que nous venons de financer la dette de Tenergy, qui est un nouvel acteur solaire important, je crois. Donc, nous investissons de 3 façons. D'abord en equity, voilà, au capital, dans les projets, dans la dette aussi, des entreprises qui investissent dans l'éolien, et par des fonds de fonds. Donc aujourd'hui, nous avons au moins financé à peu près 20 projets en France. Et nous continuons à le faire. Et comme vous avez maintenant des Français qui connaissent un peu l'énergie, on essaye de dire privilégions la France plutôt que d'autres endroits en Europe. Donc on est très disponible. Nous venons de lever notre 3e fonds. Nous avons un objectif de 2,5 milliards pour ce 3e fonds. Il faut trouver des investisseurs. Nous en avons aujourd'hui 1,2 milliard à peu près. Donc nous allons avoir devant nous une capacité d'environ 10 milliards à déployer en Europe dans les années qui viennent. Donc mon premier appel, c'est qu'il nous faut des projets. Donc si vous voulez que BlackRock vous finance, vous envoyez un mail à stéphane.tetot@blackrock.com. Nous voulons
financer, nous avons 1 milliard à financer dans les 24 mois, 36 mois en France. Donc c'est un appel très clair. Alors Stéphane ça, c'est ce que nous faisons. Stéphane Thétault est dans la salle. Il est dans la salle. Voilà. Voilà. Y a-t-il un ticket minimum d'entrée, c'est-à-dire Non, on est prêt à tout. Et on est prêt à tout et à tout regarder. Et nous avons d'ailleurs élargi notre champ d'action qui était jusqu'à peu uniquement éolien onshore, terrestre et photovoltaïque. Aujourd'hui, nous sommes d'accord, disons, de regarder des projets éoliens offshore. Ça a été un changement récent. Qui disait tout à l'heure, c'était très dur l'offshore au début et vraiment il y avait considéré que pour les investisseurs, ça a été très dur, excusez-moi. Il y avait trop de risques. En France, on n'a pas fait pire. Mortenbeck vous dirait qu'il a démarré il y a 30 ans avec on n'a pas fait pire. On n'a pas fait pire. Là, si on peut voir une filière qui n'a pas été vraiment portée de façon intelligente, c'était vraiment l'offshore au départ. Ça, c'est évident. J'espère que ça s'est amélioré. On est prêt à acheter des développeurs. Donc, il y a aussi prendre le capital de développeurs, comme on l'a fait d'ailleurs la première fois en 2012. Et on est prêt, bien sûr, à rentrer dans n'importe quel projet. Donc, voilà, on est très ouvert pour ça. Nous avons de l'argent à déployer. Nous avons maintenant la crédibilité vis-à-vis de nos investisseurs. Donc, il nous faut des projets. Vous n'avez pas parlé de chaleur renouvelable, géothermie, bois énergie, ou de l'hydraulique, ça pourquoi vous hydraulique, faites pas oui, on peut faire chaleur renouvelable, mais parce qu'il faut que, attendez, c'est pas qu'on veut pas ou qu'on voudrait bien, c'est est-ce qu'on trouve des gens qui veulent le faire. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé des investisseurs qui nous disent nous sommes d'accord pour entrer dans de la chaleur renouvelable. Peut-être qu'un jour, nous nous connaissons bien, on essaiera de convaincre un certain nombre d'investisseurs, mais vous savez, on a en général une vision assez fausse sur ce que nous faisons. Voilà, BlackRock, c'est 7 000 milliards d'investissements. Donc, on est vu comme le grand fonds, voilà, même fonds de pension. J'ai passé à peu près le mois de décembre à expliquer que je n'étais pas un fonds de pension. Ça n'a pas totalement marché, d'ailleurs. Mais bon, donc, on est un grand fonds. On a l'impression qu'on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que le matin, on peut se lever et se dire, bah, tiens, je vends l'or et j'achète du renouvelable. Non, on a des clients derrière et c'est les clients qui nous disent, voilà où je veux aller. Donc, nous avons, et nous sommes un peu vos porte-parole, nous avons à convaincre les investisseurs qui sont qui? Des assureurs, des fonds de pension, des banques, voilà, tous ceux où vous mettez votre argent, votre assurance vie, par exemple. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, là vous avez votre assurance vie, qui vous dit est-ce que vous voulez investir dans le renouvelable? Ce n'est pas fréquent. Bon, donc nous devons les convaincre que ce sont des classes d'actifs dans lesquelles ils peuvent investir. Voilà. Alors ça, c'est pour, je dirais, le monde OCDE et la France. Et nous sommes très heureux d'avoir lancé le Climate Fund Partnership dont vous faisiez référence, qui est alors là, qui n'est pas lancé encore, alors je parle, hein, qui est une initiative franco-allemande dans laquelle nous nous sommes associés BlackRock avec des grands fonds, des grandes sociétés plutôt américaines ou européennes pour financer des projets d'énergie renouvelable dans les pays en voie de développement. Donc là, on quitte la zone OCDE et on est dans les pays en voie de développement. Bon, nos amis français ont demandé qu'il y ait une partie plus particulièrement dédiée à l'Afrique. Et la difficulté, vous l'avez compris, c'est de mettre des gouvernements, des institutions publiques, c'est l'AFD qui s'occupe pour la France du sujet, et des privés. Agence française de développement. Voilà, l'Agence française de développement. Donc on a par exemple la fondation IKEA qui nous a rejoints. Et donc on essaye de faire, pour l'instant, d'avoir un minimum d'à peu près de 100 millions, qui serait une sorte de lancement du fonds, pour pouvoir faire des projets. Donc si tout se passe bien, c'est-à-dire si toutes les due diligence sont faites correctement, on espère pouvoir lancer le fonds, disons, dans la deuxième partie de l'année 2020, qui serait le premier fonds où on mêle de l'argent privé, de l'argent public, à ce niveau-là, avec un gestionnaire d'actifs au milieu comme BlackRock, pour investir dans des projets d'énergie renouvelable en dehors de la zone OCDE. Une dernière question, Jean-François Cyrilli, vous nous avez parlé de l'importance de l'année 2019 et de ce basculement, de cette appétence pour les investisseurs, du fait que maintenant ils considèrent le risque climatique comme un risque d'investissement. Quand est-ce que vous imaginez le point d'inflexion, c'est-à-dire le jour où combien j'ai noté, 7 000 milliards d'investissements, vous allez avoir le croisement des courbes entre le fossile et les renouvelables? Je dirais pas fossile renouvelable, puisque nous sommes sortis du charbon aussi. La grande question, c'est que fait-on des hydrocarbures, pétrole, et comment on gère ça dans l'avenir.
Ce qui est clair, c'est que ça bouge. Je vous donne un exemple. Nous avons, nous, des fonds indexés. Donc, si vous voulez investir dans des fonds indiciels, on avait des fonds indiciels sustainability, renouvelables, durables. On a mis 5 ans pour arriver à 25 milliards. L'année dernière, en une année, on a fait 25 milliards. C'est-à-dire qu'on a doublé en un an. Donc aujourd'hui, c'est vraiment lancé. Mais bon, ça va être long. Il faut pas, ça va prendre plusieurs décennies. Il ne faut pas penser que la finance va switcher du jour au lendemain. Mais on est enfin sur le bon track. Merci Jean-François Cirelli. À côté de vous, un industriel, Alfonso Fobel, PDG de la division onshore de Siemens Gamesa Renewable Energy. Alfonso, what is the vision of the industrial part concerning this transition? What do you think? You caught me in the middle of translation. Sorry. So what is your vision? What is the industrial vision concerning this energy transition? Are you volunteer? Are you ready? And I said a few minutes ago that you are on the podium with Vestas and Goldwind. Is that true? Still true? And what is objective with the merging with Senvion? My goodness, so many questions. First of all, apologies for the voice. It's a local virus, no coronavirus. It's 100%. My wife gave it to me in Bilbao, Spain, so it's got a DOC. Having said that, let me address some of the comments that I've heard, and also some of the questions you made. In terms of credentials, yeah, in fact, it was mentioned before that together with Vestas and Goldwind, Siemens Gamesa is in the top 3 renewable energy technologists, providers around the world. To give you a little bit of background, which will be necessary in order to provide credentials to some of the statements I will be saying later, we are a reality of roughly 23,000 employees that every day are thriving precisely to do that. How can we, from a technology perspective, contribute to making this a greener planet? We spend about 200 million euros a year just in R&D and innovation. It's significant. We have in January, actually, we passed the borderline. We have 100 gigawatts installed around the world, which is roughly 3/4 of the total installed capacity in France. Last year alone, in 2019, we booked business that about 9.5 gigas, that in 1 year alone represents taking off the streets of France about 3/4 of all diesel vehicles. Basically, it's the equivalent of making all the Ile-de-France green, making it full of trees. That's the kind of size that we're talking about. And why is this important? I think Fatih Bedol mentioned it before, because the CO2 emission doesn't matter where it comes from, whether it's in Jakarta, whether it's in Detroit, or whether it's in Toulouse or Lyon. It's a CO2 emission. And our presence is global. That is the kind of scope and technologies, and the technologies, the solutions that we are providing. It is an equation in this ecosystem of renewables and how we are going to be supporting the change in energy mix. There are a number of players, no doubt about it. I think I heard before that certainly there is framework, and Paula, I think you mentioned it from the European Union. You're doing a great job there because the guys in Brussels are really excited about everything you're doing. In fact, if it wouldn't be for what you guys are doing in Brussels, in many countries in the European Union, a lot of stuff would not happen. There's a lot of cash. Interesting enough, I've been in the sector for many years. And what I'm realizing is that the mix and the segment of the customers is changing significantly. We used to have developers, we used to have utilities. Suddenly, in the last years, we have a lot of investors, funds. Liquidity is pouring in, related probably to the low interest rates and stuff like that, but I'm no finance expert. The issue is, interesting enough, and to your question, is everybody, or are we part of the game? Is everybody part of the game? Well, the answer is no. I think we've seen before from Fatih Birol as well that we have an issue on the long term. There needs to be a lot of things changing. And we hear a lot of social movement and the youngsters, my children, making it vocal that we need to do something. But the sense of urgency, we don't see it. We have this breadth of presence around the world. We're the technologists. We are able to provide the solutions. But we are seeing very different speeds at which this revolution is happening, if we can call it a revolution. Yes, we do have the framework. And yes, we have the liquidity. And yes, we have the technology. So
why are we not seeing faster path of renewable installation around the world, which is, among other solutions, the greatest solution for addressing the world climate change? European Union, I believe we have a target to become 60% renewable by 2050, from memory. France, we're supposed to double from 18 gigawatts that we have renewable down to 36 in 10 years. Is it going to happen? Let's talk about what happens in the tactics, because again, we have the framework, we have the financing, we have technology, but so why is it not happening? Regulation. In every country, you have different speed at which regulators are making it possible that developers, utilities, bankers, the entire ecosystem is able to implement something. Unfortunately, France, no disrespect by all means, but it's a fact, together with UK in the European Union, is among the most difficult ones. Regulation is not helping. Everybody wants to have a warm living room. Everybody wants to have a warm shower, right? But not everybody wants to see a wind turbine in their backyard. Blame him. But then you have an issue, right? Regulation is reflecting precisely that, a bit of the spirit of the people, I guess, my guess. But the fact, and that is a fact, that contrary to other countries, like the US, like Canada, like Mexico, India, China, my goodness, where it takes us a short amount of time to execute a wind farm, to create a wind farm that is essential, part of the ecosystem to create precisely a change in global warming. Here in France, it takes about 7 years. 7 years. What is this creating in this market? Well, you're betting for vintage turbines. That's what's happening. You know why I'm saying that? Because all developers, and just talk to them. I mean, a lot of them are friends, and they're all here, and they say the same thing. It takes us, we're fearful in order to change anything in the wind farm with new technology. Give you an idea, we just launched the largest wind turbine onshore in the world. It's 177 meters diameter rotor. It's 6.7 megawatts. I used to make offshore wind turbines 5 years ago with that size. But can we put them today? Can we change the permits that we have going on today in France? No, regulation is scary. It does not allow you. So we are forced, our customers are forced. Again, the other element in the ecosystem is forced to use the elder machines, the 3 megawatt machines. Isn't that something? Couldn't we, with technology, it's there. Financing is there. Framework is there. So why the regulation is not there? Now, since this seems also like we're offering jobs, we are also offering jobs because we are we have been benefited, and we are very glad of being part, in fact, of the major offshore arrival to France. We have announced that once that we finalize the 5 wind farms for offshore that we have off the coast of France, we will be creating an industrial hub second to none in the world, where we will be building nacelles, we'll be building blades, and that's something like just that hub there is 750 jobs. Add to that all the jobs in operation maintenance, especially in those areas, rural areas where they get empty because everybody's doing. Isn't that also just a great solution as part of the mix? So we got to think about not only how technology is helping, how all players in the ecosystem are helping towards the reduction of CO2 emissions, but it's also a question of making energy affordable. And that is an obligation that we all have, because every CO2 emission is the same in Jakarta, or in Paris, or in Detroit. What about your plant in Quai Johannes Couver in Le Havre, in the Le Havre city? It will start very soon? That's exactly the one I was mentioning. I mean, in Le Havre, we will be, and Le Havre needs very much jobs, as far as I understand. The question was about the agenda. Oh, the agenda. Simple. We get megawatts, we build a plant. Mm-hmm. It has to be forgotten, and this is a clear message also to our friends, the politicians. It's at the end of the day, things need to get moving. Building commitment, creating know-how in this. This is a great country to create an environment of technology. It nurtures, invention. The people thrive. You have great candidates. Academia is fantastic here. What a great place to continue contribution in creating those high-tech green jobs in that area.
Isn't that fantastic? But we need the support of regulators. We need to get the contracts to the right end. And all this will happen. And to your question on Senvion, well, it's simply dynamics. I mean, there is overall in the world a consolidation happening at the OEMs. Same has happened in the car industry, same has happened in the airline industry. And there are some of them that are facing, because of the size that you need, the breadth that you need geographically, technological, not everybody's got 200 million euros a year to spend, although you have a few trillion to spend, so I might write an email to your colleague there later. You guys write, oh no? Shame. All right, I'll try it. Anyway, it's the kind of dynamics that we're seeing, and unfortunately, or fortunately, depends, because at the end of the day, it's good. It's a consolidation of the market. So we are very fortunate that we have been able to actually increase our portfolio, increase our backlog with acquisition of certain assets of Senvion, which is very much present here. The service business, the IPs, and a great blade manufacturing plant in Vagos, Portugal. Thank you, Alfonso Wöbel, for this accurate presentation and emphasis on wind activities. Une question de la salle pour vous tous. Question, if you put your headset, question for everyone. Une question, je l'ai plus sous les yeux, la question, la voilà, qui arrive, mais peut-être qu'on pourrait la projeter, Cyril, cette question. Une question de Pierre-Emmanuel Noël, le sentiment des intervenants, sur l'idée, la voilà, de transformer la Banque européenne d'investissement en banque du climat. Paola Abreu-Marquez, qu'en pensez-vous? Une banque dédiée. Donc, j'ai mentionné lors de ma intervention cette idée de consistance et d'avoir un cadre politique qui touche différents domaines d'action, y compris mécanismes financiers, qui doivent tous bouger dans la même direction. C'est dans ce cadre que la Commission européenne et l'Union européenne bougent vers un financement soutenable. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on voit donc, la BEI, et ça c'est mentionné dans le pacte vert, devenir la Climate Bank. Donc, c'est tous dans le même esprit. Si vous me permettez, donc, j'ai bien écouté les interventions des autres trois speakers. Et il y a ici peut-être deux choses que je voudrais dire. Quand on pense à augmenter la contribution des énergies renouvelables dans le système, dans nos mix, donc là, il y a une chose très importante qu'il faut considérer, c'est ce qu'on appelle la Smart Sector Integration. Donc, c'est la seule façon. Donc, c'est juste si on arrive à bien intégrer les secteurs qui sont plutôt plus faciles à décarboniser, notamment via les renouvelables, comme l'électricité, avec des autres secteurs, transport, chaleur, refroidissement, l'agriculture, l'industrie, soit par une électrification directe ou indirecte. On a entendu déjà parler le Power to X ici dans la salle. Tout ça en tenant compte de l'économie circulaire, donc l'utilisation, par exemple, des déchets, des heat waste qui a été mentionné avant. Donc, tout ça est nécessaire si on veut vraiment atteindre la neutralité carbone en 2050. Et on sait très bien qu'une grande partie de la réponse reste sur les énergies renouvelables. L'autre aspect que je voudrais mentionner, c'est, et si c'était brièvement touché, c'est le rôle du citoyen, c'est le rôle du consommateur. Donc, dans notre législation et dans la révision de l'énergie renouvelable, on a tenu compte de ce rôle. Pour la première fois, on a dans la législation européenne quelque chose qui est normalement très local, et que d'ailleurs n'était pas facile à négocier avec les États membres. Pour la première fois, on a inséré le concept du consommateur, comment ça s'appelle, self-consumption, autoconsommateur. On a inséré aussi dans la législation le concept de communauté locale pour les énergies renouvelables.
On a inséré l'obligation des États membres de créer les conditions pour que les entreprises puissent acheter, faire de purchasing de renouvelables. Et on a inséré des règles très spécifiques pour réduire ce qu'on appelle le red tape, donc la bureaucratie, les permis, toutes les phases administratives qui portent au début d'un projet, donc les barrières administratives, donc le permit time et aussi l'obligation des États membres de créer un one-stop shop. Donc tout est là dans le framework, hein, tout est là. Maintenant, les États membres doivent l'implémenter et doivent donc faire la transposition sur le droit national. Et ça, donc tout le monde doit être très vigilant. On va être très vigilant. On va vérifier ça de tout près. Et tout ça est essentiel pour résoudre ou pour nous permettre d'avoir l'acceptation de citoyens. Ça, c'est un grand problème en Europe. C'était déjà mentionné du côté éolien pour le nouveau parc ou pour le repowering, qui était mentionné par le speaker de Siemens Gamesa. Et donc, c'est absolument essentiel de travailler là-dessus, sur le citoyen, de faire comprendre quels sont les enjeux. Donc, on a en même temps qu'on a les jeunes qui se manifestent chaque semaine en appelant à plus de mesures. Il faut être capable d'expliquer, OK, quelles sont les mesures qu'on a à portée de la main et avoir cette acceptation. Sinon, là, on a un grand problème, hein, parce que l'opposition dans certaines régions de l'Europe est très forte, hein, et c'est pas juste et la cible n'est pas juste l'éolien, et c'est aussi d'autres sources. Et le photovoltaïque commence à grande échelle. Donc, il faut travailler là-dessus. Et là encore, donc, des mesures, y compris financières, mais aussi d'information, de sensibilisation, sont très importantes. Merci, Paula Abreu-Marquez. Il y avait une deuxième question qui a déjà 9 likes. L'Union européenne représente 17% du CO2 mondial, si on peut l'afficher éventuellement. Stratégie verte, handicap ou force face à la Chine. Les États-Unis sont réticents au compromis climatique dans la guerre économique et idéologique qui les oppose à la Chine. Sylvie Géano, Jean-François Cirelli, qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Moi, je reviendrai sur les territoires. C'est-à-dire qu'on peut opposer effectivement un certain nombre de politiques. Et j'ai dit qu'il y avait besoin de cadre. Donc évidemment, si le cadre politique national n'est pas porteur, c'est plus difficile. En même temps, y compris aux États-Unis, moi j'ai une petite structure aux États-Unis, on fait de l'efficacité énergétique. Je vois énormément de projets qui émergent, de volonté de faire des économies d'énergie, d'aller dans des contrats de performance énergétique et d'agir et de développer les renouvelables. Donc, je crois que je rebondis aussi sur la question de la Banque européenne, c'est-à-dire qu'il y a une urgence climatique, elle a été exprimée de façon extrêmement vive, extrêmement forte, avec beaucoup d'émotions, y compris par Monsieur Jouzel tout à l'heure, qui nous fait dire, et d'ailleurs ma fille tous les soirs me rappelle à l'ordre si je ne mets pas le bon déchet dans la bonne poubelle, en me disant, maman, mes petits-enfants, peut-être ils n'auront plus de planète. Alors voilà, c'est des symboles forts, il faut les prendre. Ça ne se fera pas sans argent, c'est clair, ça ne se fera pas sans politique, parce qu'il faut aussi que cette transition énergétique elle soit acceptable par les citoyens, là encore ça a été dit. Et quand on voit aujourd'hui le prix des énergies carbonées, le prix des énergies fossiles, voilà, il faut une volonté financière aussi pour accompagner par des subventions, par des financements, pour que les projets se réalisent lorsque les volontés sont là. Moi, j'ai envie d'être optimiste par rapport à ça. Voilà, et ça se joue sur nous tous, en fait. Merci Sylvie Géano. Jean-François Cirelli, vous avez dit tout à l'heure que vous investissiez aussi bien en equity, en fonds propres qu'en dette. Réaction là, à cette proposition de Banque européenne du climat ? Ce qu'on va dire, naturellement, c'est très bien, fantastique. Je crois que le vrai sujet, c'est la régulation et le de-risking. Et que moi, là où je pense que les politiques publiques sont les plus efficaces, c'est la régulation et le de-risking des investissements. L'argent, il est là. Donc, bon, si on veut faire de la BUI, le climat, on sera tous heureux, mais très bien. Mais je ne pense pas que ça va changer le monde. Sur la deuxième question que vous signaliez, je pense que c'est un vrai problème. On n'est qu'au début du sujet. Sylvie disait il y a quand même aussi l'acceptabilité par les citoyens de tout ça. Si la lutte climatique conduit à ce que
l'Europe devienne moins compétitive pour des raisons XY par rapport à d'autres parties du monde, et notamment l'Asie, ça ne va pas se passer bien. Donc il y a un vrai sujet de politique économique, des qualités de la concurrence entre notamment l'Asie et l'Europe. Et que je pense que les autorités européennes y sont conscientes, mais c'est un vrai sujet. Alfonso Fobel, your opinion about this problem, 17% of CO2 emission in Europe and the concurrence with China. What do you think about that? Much needed. The tools are there, but again, enablers. Don't want to repeat what I said before about regulation. I mean, we are in violent agreement. But like I said, today you have technology, and you mentioned digitalization, an essential. That is the spice on top of it. But you have, again, turbines to that. One turbine that can provide household electricity for 6,000 families, 7,000 families in Europe, 14,000 families, the same turbine in Asia. Technology is there. So the target, I think it's ambitious. And anything we can do in terms of supporting it, it's great. But it needs to trigger down all the way to regulation in every single member state country. And this is where, well, if there's not a pull, there should be a push. Because at the end of it, we owe it. No, we owe it to our kids, we owe it to our families. No? So, like I said, we have the perfect ingredients, framework, money, technology. Let's do it. Sylvie Jeannot. Et puis sur le plan économique, ça a été cité par Madame Borne tout à l'heure, mais les logiques de taxation de carbone aux frontières vont nous aider. Hein, juste en rebond de ce qu'a dit aussi Monsieur Cirilli, je crois que toute cette réflexion sur la taxation carbone aux frontières va être essentielle pour essayer de réguler l'ensemble. Votre opinion sur cette fiscalité carbone, en quelques mots, hein, on ne va pas lancer une table ronde sur le sujet, on en reparlera au cours de la journée. Une taxe juste, pas juste une taxe, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est pas de moi. Paola, volontiers. Ce qu'on parle, ce n'est pas nécessairement d'une taxe carbone. C'était déjà dit aujourd'hui qu'il faut voir quelle est la compatibilité de ça avec WTO, l'Organisation mondiale du commerce. Ce qu'on parle, c'est d'un mécanisme. Et en ce moment, on est en train d'étudier à la Commission européenne quelle est la meilleure façon de le faire pour aboutir à l'objectif qu'on veut en respectant les règles du commerce mondial. Sylvie Jeannot, fiscalité du carbone. C'est qu'on est obligé d'aborder ce sujet-là parce que le prix des énergies fossiles est bas et donc la transition énergétique va pas se faire aussi toute seule. On a parlé de besoin de vitesse. Donc c'est un sujet essentiel, ce prix des carbones. Et il faut tenir compte, là encore, des équations internationales et de l'acceptabilité des citoyens locaux. Jean-François Cirilli, une idée? Rien à dire? Alfonso? 36 euros per ton. That's my answer. Apologies, it might not sound, you're very fine with it according to the rules of WTO, no doubt, but the financial mechanics are there. In order to make, and this is our bread and butter, we are supporting our customers around the world, and we understand what the financials is of a wind farm, of a PV farm. We understand that, and the financials pretty much suggest that if you would charge about 36 euros per ton, you would have an equation that would support significantly an increase at speed of the penetration of renewables in the market. So my answer is 36. Une toute dernière question qui arrive de la salle et qui est très intéressante, je ne vois pas le nom de la personne qui l'envoie, concerne les appels d'offres technologiquement neutres qui mettent parfois en concurrence les filières renouvelables entre elles. La voilà qui arrive, voilà. Les appels d'offres technologie agnostiques opposent les énergies renouvelables et sont en contradiction avec un développement harmonieux des territoires. Paola Abre-Marquez, pourquoi? Pourquoi ces appels d'offres à neutralité technologique? Ça c'est bien établi dans la règle, dans les guidelines des aides d'État pour l'énergie et le climat. Donc la neutralité technologique pour les appels, mais bien sûr, il y a aussi des exceptions. Il y a des cas où un État peut très bien justifier le fait de faire des appels technologie spécifiques.
Donc, notamment pour des questions de système, pour des questions de potentiel, des questions régionales. Donc, c'est prévu et ce qu'on voit en pratique, c'est que la plupart des États membres utilisent aussi cette possibilité, comme il y a aussi d'autres, par exemple l'Estonie, que préfèrent faire des appels neutres du point de vue technologique. Mais les deux sont prévus. Il y a une règle, mais aussi des possibilités de faire des exceptions. Alfonso Fobel, as industrial body, what do you think about this call for tender with technology agnosis? From a technology perspective, and there is ways in which, again, you can make any kind of thermal CO2 free. The carbon capture, you can make filters, you can make capture of SOx and NOx emissions. So technology, again, exists. But remember, one of the things I mentioned before is affordability. There is a strong correlation between progression of society, growth, as defined by internal gross domestic product. How can we afford that kind of technology? That is, for me, the key question, and that's why it's very difficult for it to take off. If there is a will, if there is a way. Again, technology, again, this is where I want to focus on. There are solutions that can make coal green, but is it affordable? Does everybody want to have a warm living room at the cost double, triple? And I'm saying that this is necessarily the issue. So again, technology agnostics is good, but if you factor in the affordability factor, then you need to start tilting, because at the end of the day, it's that affordability that's going to allow society to continue progressing. That's how market conditions work. Okay? Thank you, Alfonso. Merci, mesdames, merci, messieurs, d'avoir participé à cette table ronde. Restez assis pour la conclusion de cette table ronde par le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Mais juste avant, oui, vous le connaissez, je crois, un petit peu quand même. Mais juste avant, je vais donner la parole à Jean-Louis Ball qui a une annonce à vous faire. Oui, mesdames, messieurs, j'ai malheureusement une triste nouvelle. Un grand défenseur de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique nous a quittés brutalement hier soir. Bruno Léchevin était président de l'ADEME pendant 5 ans, a beaucoup travaillé dans le secteur de l'énergie et donc il nous a malheureusement quittés. Et je vais vous demander de vous lever et d'observer quelques instants de silence. Voilà, je vous remercie. On va donner la parole à Jean-Bernard Lévy.